Maryse, est-ce que Maryse nous entend, Maryse? Maryse Florimont? Voilà. Il y a 300 ans qu'ils y sont. Est-ce que Maryse entend? Non. Non, non pas. Rachel va nous lire le texte. Rachel. Rachel est Menou. Rachel. Voilà. Non, pas Imenu. Rachel. Rachel. Rakasha. כי חשבון עיר סיחון מלך, j'ai un peu de peine à parler, je suis désolée. Je t'en prie, il n'y a pas de problème. מלך האמורי, הוא והוא, היא והוא, Oui, fait où? Très bien. c'est juste, היא והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח אל כל ארצו מידו עד ארנון. Très bien. Donc, on va traduire Car Heshbon était devenu la ville de Sihon, roi des Amoréens, celui-ci ayant fait la guerre au précédent roi de Moab, et lui ayant pris tout son territoire jusqu'à Arnon. Nous sommes remontés, puisque vous voyez, au nom, bien avant le livre du Deutéronome, ici. Vous voyez? C'est-à-dire, nous venons de voir, nous voyons ce que nous venons de dire, tout au long de notre étude ce soir, ici. Vous voyez? Ici. Ouais. Regardez bien. Vous voyez? Que dit-il? Il dit, finalement, il fait comprendre au roi, Iftar, fait comprendre au roi de Haman, je suis désolé, de nouveau, il leur envoie, regardez bien, il leur envoie ici à ce verset, si je puis dire. Vous voyez, ici. Il dit, je suis désolé, le problème n'est pas chez nous. Le problème, il est chez vous. Si vous aviez eu la force et l'intelligence de vous défendre et de l'emporter contre Sichon, il n'y aura pas eu de problème. Nous, Israël, on n'aurait pas pu vous attaquer et vous prendre le territoire. Dans la mesure où vous avez échoué devant Sichon, et que nous, Israël, nous avons donc été attaqués par Sichon, eh bien, nous sommes défendus, nous sommes rentrés, nous avons pris la terre, qui est la nôtre. C'est le premier point. Le deuxième point, regardez bien, il y a encore un autre point, il y a un autre point important. Ici, on va voir. On va demander à François. François, est-ce que François Meunier nous entend? François? Non. On va demander notre avis. Nissim, Saban, Nissim? Oh, alors, ותהי יפתח רוח אדוני ויעבור את הגלעד. Excuse-moi, voilà, j'ai sauté une lignée, je m'excuse. Voilà, l'autre raison, il y a la raison qui est importante. Bechevet. בשבט ישראל בחשבון ובבנותיה, בער ובבנותיה ובכל הערים על ארנון 300 שנה. ומדוע לא התפלתם? Juge 11-26. Quand Israël demeurait à Heshbon et dans ses dépendances, à Aroer et dans ses dépendances, et dans toutes les villes qui sont au bord de la Bonne, pendant 300 ans, pourquoi ne les avez-vous pas recouvrés, ces possessions, en ce temps-là? Très bien. Merci Nissim. Que dit ce texte-là? Regardez bien. Que dit Iftar? Regardez bien. Il avance vous voyez, ici, un nouveau point. Il dit cela au roi de Hamon. Que dit-il? Regardez bien ici, là. Les 300 ans, là. Pourquoi il parle de 300 ans? Ça commencerait quand, ici? Oui. Qu'est-ce qu'il lui dit, là, finalement? Qu'est-ce qu'il lui dit, là? Il lui dit, vous aviez le temps de reprendre ce territoire. Si vous pensiez que ce territoire était à vous, en fait. Mais il lui dit que vous n'avez rien fait. Vous voyez? 300. Vous voyez? Alors, 300 ans, imaginez-vous, d'accord, il faut remonter à Moïse, d'accord? Rappelez-vous. Et même d'après les comptes, j'ai fait les comptes, hein. C'est pas 300 ans, en fait, c'est presque 400 ans. Il faudrait à peu près 400 ans, en faisant le calcul pour être plus précis, d'un point de vue historique,
Alors évidemment, 300 ans, parce que Shlosh Me'od, vous savez que le Shalosh est un chiffre typologique. Et ici, 300 ans, ça veut dire que rien n'a été fait. Vous voyez, absolument, le roi, ici, de Amon, et les rois qui sont succédés n'ont absolument rien fait. Ils ont laissé le terrain, la terre, ils l'ont laissé à qui? À Israël. Ils auraient dû faire la guerre, ils n'ont rien fait du tout. Ils n'ont absolument rien fait. Absolument rien fait. Voilà. Alors, cela nous renvoie, je me permets, même aux Palestiniens aujourd'hui. Hein. Le mouvement palestinien est né quand? Arafat, l'OLP? En 60. En 64. 64. Donc, je suis né en 64, vous voyez, alors je ne peux pas oublier cela. Et Arafat a créé son mouvement en 64, mais avant 64. Oui, en 48, lorsque le voyez, regardez bien. Et avant 48, d'accord? Puis en plus, il était égyptien. Oui, c'est juste. C'est juste. L'Égyptien avec un passeport égyptien et tout à coup il est palestinien. Tous les Palestiniens ne sont pas palestiniens, puisque les Palestiniens n'existent pas. Mais c'est pas ça. C'est d'un point de vue historique, regardez, d'un point de vue historique. Les revendications palestiniennes sont très tardives. Elles viennent que lorsqu'Israël a constitué un pays moderne. En 48, on n'avait rien. Il n'y avait rien, en fait, en Israël. Et un peu en 47. Novembre 47. Qu'est-ce qui s'est passé en 47, novembre 47, rappelez-vous? C'est le vote de l'ONU. Le vote de l'ONU, absolument, Nani. Oui, absolument. Le 29 novembre. Ouais. 47, que s'est-il passé, Nani? Nani, Vakasha, Nani, que s'est-il passé à l'ONU? Il y a eu un vote pour, reconnaître, on va dire, qu'Israël était une nation. Alors, de mémoire comme ça, je sais qu'il y a eu une majorité. La France votait pour à l'époque. Elle était bien la France à l'époque. La France, elle a voté pour, c'est juste. Voilà la France. La bonne mémoire, oui, Nani. Surtout Nani, la bonne mémoire. Oui. Mais je ne me rappelle plus exactement. C'est ce qu'on appelle le plan de partage. Je sais que les Britanniques s'étaient abstenus. Alors, juste comme ça, un petit point d'histoire. Les Juifs sont très forts en histoire, ça c'est vrai. Et le plan de partage du 29 novembre 47, c'est quoi? C'est l'ONU va permettre. Mais en fait, Israël avait un petit territoire de rien du tout. Exactement. Minuscule. Et à l'époque, c'est comment il s'appelle? Ah, plus de moi. Ben Gurion. Pardon? Ben Gurion. Ben Gurion. Ben Gurion dit. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est là vraiment le miracle de l'histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que... Et les Arabes ont refusé le plan de partage. Voilà. Ce qui se passe. Il y a là un dilemme qui va vraiment ronger, on va dire, le Yishuv d'Israël. Ben Gurion est dans un dilemme incroyable. Pourquoi? Dans son propre camp, vous savez qu'il appartient au Mapai. Le Mapai, c'est le parti socialiste, d'accord, travailliste, d'accord. Et que se passe-t-il? Dans son propre camp, on lui dit, mais tu es fou d'accepter. En regardant les cartes, vous voyez, encore les cartes, hein, ils ont pris un atlas, et l'ONU nous a donné le désert, vraiment ce qui restait. Il n'y avait absolument rien, en fait. On avait les parties les plus... On n'aurait pas pu constituer un État, en vérité. Que dit Ben Gurion? Il vaut mieux ça que rien. Il vaut mieux ça que rien. Il sera en minorité. Et c'est comme, vous savez que Ben Gurion est un personnage assez haut en couleur, très très fort, très puissant, et il ira, d'accord, il écoutera personne. D'accord, finalement, il l'emportera, il aura finalement, il aura la majorité dans son propre parti, il arrivera à convaincre son propre parti, ce qui aura du miracle, vous voyez, à la veille même du vote, hein. Il dira oui, nous sommes prêts à ce partage. Incroyable, mais vrai, c'est vrai. D'autre côté, les Arabes qui ont eu les meilleures parties, hein. Prenez une carte, hein, prenez sur Google, hein, faites Google, Wikipédia, vous verrez, hein. On a les cartes, c'est de l'histoire, d'accord. Là, on n'invente rien. Eh bien, les Arabes vont refuser, d'accord. Et c'est en fait, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est le drame, finalement, d'une certaine manière. C'est un drame pour beaucoup d'Arabes, même pour les Palestiniens. Pourquoi? Pour eux, je dis bien. Pourquoi? Parce que s'ils avaient accepté, ils auraient tout. Et on ne sait pas comment l'histoire aurait retourné. Et c'est là que la Providence, vous voyez, envoie les hommes qu'il faut au bon moment. Et si Ben Gurion n'avait pas été là,
ben, on ne sait pas ce qui serait passé. Parce que même d'autres grands hommes, au sein du Parti travailliste, se sont opposés à Ben Gurion. Il faut reprendre les textes, on reprenait ce qui s'est passé. Ça, nous avons dans les textes de Ben Gurion, dans ses livres, et Abou dans ses mémoires, il le dit très très bien. D'accord? Et c'est ça, bien évidemment, regardez bien. C'est l'esprit divin, ça. Et vraiment. Et on va le voir, d'ailleurs, on le verra après avec Iftar. C'était vraiment, et en 47, on peut dire que l'État d'Israël, d'accord, va naître, non pas en 48, véritablement, mais il va naître en 47, en fait. Avec le plan de partage, hein. Plan de partage du 29 novembre 47, qui est une date extrêmement importante pour nous, encore aujourd'hui, hein. Il faut combien le comprendre. Alors, pour les Arabes, aujourd'hui, le 29 novembre 47, d'accord, c'est un drame, et je ne parle pas du 48, hein, avec la Nakba, la catastrophe, ça s'appelle ça la catastrophe. Quelle était la position de Golda Meir? Golda Meir, je sais pas si elle était d'accord avec Ben Gurion. C'est même un personnage important. Oui, il faudrait en regarder, d'accord, il faudrait regarder, ça je ne sais plus. Il faudrait en regarder. Mais il était minoritaire, il était vraiment seul, hein. Ben Gurion était vraiment seul dans son camp, et il prendra la bonne décision. Bon, ça c'est sur les grands hommes, vous voyez, savoir voir loin. Il a dit, vaut mieux prendre ça que rien. Voilà. Et il a bien dit. On ne sait pas comment l'histoire aurait été. Alors, je reviens aux Palestiniens, à Arafat, en 1964, lorsqu'il a créé l'OLP, et bien, beaucoup de dirigeants israéliens diront plus tard à Arafat, lorsqu'il y aura des pourparlers, ils leur diront mais la même chose. Ils diront mais pourquoi as-tu attendu? Pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps pour réclamer la Palestine? L'actualité, la Torah. Où étiez-vous en 47? Où étiez-vous en 48? Vous voyez? Voilà. Et nous savons que toutes les fois où Israël voudra tendre la main à ses partenaires arabes, on verra très bien que ces partenaires arabes refuseront de prendre la main. D'accord, verront. Parce qu'ils veulent tout. Voilà. Alors vous voyez là, d'une certaine manière, je vous renvoie aussi à Yitzhak. Hein. Rappelez-vous à Yitzhak. J'ai pas mis Yitzhak, le patriarche Yitzhak, rappelez-vous, parce qu'Yitzhak sera lui-même rejeté. Vous vous rappelez, il ira planter et ses graines, si je puis dire, il était agriculteur, vous vous rappelez, et tout ce qu'il plantera, eh bien, poussera très très bien. Pour une graine, il obtiendra 100 graines, d'accord, et plus. Et évidemment, les nations environnantes viendront le voir, ils diront mais comment as-tu fait? Quel est ton secret, d'accord? Et ça, c'est Yitzhak. Qui, là où il met le pied, met la main, tout pousse. C'est ce qui s'est passé avec Israël. C'est une région qui va finalement prospérer, cette région, et évidemment, Amon va le voir, il dit, moi je le revendique, en voyant cette région qui va prospérer, il dira, je suis désolé, je veux cette région. Ce sera la même chose avec l'OLP, et en 64, et nous vivons encore aujourd'hui avec cet héritage catastrophique, d'accord, des années 60. Parce qu'ils ne demandent pas le Negev. Hein. Le Negev n'est pas encore suffisant. Non, il demande aussi. Vous voyez, même Ashkelon et comment dire, sur la carte. Le Negev, ils le demanderont quand il sera vraiment refleuri. Pour l'instant, il faut une décision qui ne ravalent pas. Je vais vous dire, la bande de Gaza, lorsqu'il y a eu. Le Gush Katif. Le Gush Katif, voilà, très bien. Voilà. Justement, je voulais y venir. Le Gush Katif, comme 8000 personnes, 8000 juifs ont été mis, on peut le dire, de chez eux, d'accord, expulsés de leur maison par Ariel Sharon. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le Gush Katif, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils n'ont rien construit. Il n'y a plus rien. Ils vont retourner au sable. Alors que ceux qui ont visité le Gush Katif, nous connaissions très bien le Gush Katif. Hein. J'ai failli même y habiter, pour ne rien vous cacher. C'était des serres, tout était vert. C'était des maisons, il y avait des institutions éducatives, il y avait des yeshivot, il y avait des maisons, les gens vivaient. On pouvait y aller et revenir, sans problème. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est zone fermée, hein, d'accord? On ne peut pas y entrer. D'accord? Ouais, c'est un verset prophétique qui est dans la Bible, que la terre attendait le retour d'Israël pour pousser. Tout à fait. La terre attend Israël. Parce que la promesse est liée à l'alliance. Voilà. Et rien, ni personne, d'accord, ne peut revendiquer ces terres. On essaie, évidemment, mais vous voyez, ça ne marche pas très bien. Et de toute façon, si par malheur les 10 Palestiniens, moi je les appelle les Arabes,
parce qu'ils sont palestiniens comme moi je suis curé. Et... Oui, je vois, c'est très bien. Oui. Mais s'il reprenait la Galilée, par exemple, la Galilée redeviendrait un désert. Il faut bien comprendre, tous les chênes verts de Galilée ont été totalement coupés, détruits, toutes les forêts vierges, excusez-moi, les forêts, oui, naturelles, en fait, de Galilée ont été détruites par les Turcs, par exemple, pour construire des chemins de fer, entre autres, d'accord, et même par les Arabes, pour se chauffer, vous voyez, etc., etc. Et donc nous on replante, et c'est aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Israël, hein, c'est un paradis, hein, on peut le dire, hein, quand on voyage en Israël, c'est vraiment un très très beau pays, totalement reconstruit, on peut le dire. Il y a des zones totalement reconstruites, qui sont totalement verdoyantes, et donc un très très beau pays, parce que justement, ça a été promise, donc finalement, on a cette responsabilité de s'en occuper. Mais tous ces peuples qui se sont succédés, comme vous le savez très bien, n'ont rien fait d'Israël. Hein, en fait. Oui, ben, c'est ce que je voulais, pardon, Chaim, oui. je voulais dire un peu tout à l'heure, c'est que Israël est guidé par le vrai Dieu, par le Dieu d'Abraham. Et vous avez la lumière du vrai Dieu. Par contre, les Arabes, ils sont guidés par le faux Dieu, par l'obscurité. Donc il y a cette guerre spirituelle, ces deux bandes avec le Dieu et le faux Dieu. Le faux Dieu, il est destructeur, il est jaloux du vrai Dieu. Là, c'est ce qui se passe, que les Palestiniens sont jaloux. Ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, ce qui est vrai, c'est que les gouvernants, en tout cas les gouvernants arabes, hein, je parle des gouvernants arabes, n'ont pas compris le sens de l'histoire. D'accord. On a, si ça vous intéresse, d'accord, j'avais écrit à cela il y a quelques temps un article pour Israël Magazine où je retraçais toute l'histoire, d'accord, de tous les processus de paix, où toutes les fois nous avons tenté, nous, d'accord, de prendre l'initiative de la paix, comme la Torah d'ailleurs nous demande, en fait. Et à chaque fois, nous avons essuyé un refus, d'accord, des gouvernants arabes qui ont toujours cru finalement qu'ils pouvaient nous détruire. Rappelez-vous qu'en 48, d'accord, le soir même de la déclaration d'indépendance, que s'est-il passé? Déclaration de guerre. La guerre. On n'a même pas eu le temps de se reposer, de fêter, en fait. D'accord. En 48, eh bien, les gouvernants arabes, d'accord, pensaient ne faire qu'une bouchée d'Israël. Voilà. L'Éternel est sur Israël. Ça, c'est vrai. Nous le voyons d'ailleurs au quotidien. Oui, Manhattan. Oui, je voulais seulement dire qu'il y a qu'un seul Dieu qui dirige l'histoire. Il n'y a pas de Dieu palestinien ou arabe. Bien évidemment. L'Éternel, bien évidemment. Mais il y a, comment dire, un sens de l'histoire. Alors, ou bien on comprend le sens de l'histoire, ou bien on le comprend, d'accord, ou bien on ne le comprend pas, d'accord. Alors nous verrons à la fin qui a compris. Il y a un dirigeant qui a compris le sens de l'histoire. Nous verrons dans un instant. On va finir, si vous voulez bien, notre étude avec ce verset-là. Voilà, on va lire ensemble, si vous le voulez bien tous. בבקשה. ותהי על יפתח רוח אדוני בוא את הגלעד ואת מנסה ויעבור את מצפה גלעד עבר בני עמון. L'esprit de l'Éternel fut sur Iftar et il passa à travers et il passa par Mispé de Gilad, de Mispé de Gilad, il passa vers les fils Juge 11-29. Vous voyez, nous arrêterons là. Alors, il y a 2-3 versets que j'ai passés dans le texte, d'accord, sur Balak, etc. Ça vous y reviendrez par vous-même. Ce qui vient de là, c'est cela. Que s'est-il passé là? Regardez bien. Nous finirons sur une note positive. Regardez. Que s'est-il passé là? L'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel. D'accord. Qui va s'attacher à qui? À Iftar. Ok. Toutes les fois où vous verrez cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Shofet, la figure biblique, va être dominante. Elle va l'emporter
sur tous les autres. Ici, nous le verrons avec Shmuel, nous le verrons avec David, nous le verrons avec Shaoul. D'accord, c'est très très fréquent, Roi Adonai, ici. C'est-à-dire que Iftar, dans un seul verset, on apprend que Iftar va l'emporter. Je n'ai même pas besoin, à la limite, d'aller lire, d'accord, tous les, comment dire, tous les combats, d'accord, qu'il y aura entre Iftar et Amon. Vous voyez, je vous ai préparé pour ceux qui le voudront. Ici, vous voyez, un autre atlas. Voilà. Et vous avez tout le parcours d'Iftar qui ira combattre ici contre Amon. Vous voyez, regardez, vous voyez, Mitzpah, il est ici Mitzpah. Je l'entoure là. Quel est l'autre nom de Mitzpah? Gilad. Vous voyez, c'est Gilad, ici. Alors là, vous avez, vous voyez, tous les... Ce qui nous intéresse, nous, beaucoup plus que les combats, on sait très bien que Iftar va l'emporter, c'est de savoir comment il va l'emporter. Regardez bien. Il l'emporte parce qu'il y a, regardez bien, il l'emporte l'esprit de l'éternel. C'est ce que nous disions à propos de Ben Gurion. Ben Gurion. Je le pense, nous le pensons, d'accord? C'est l'esprit de l'éternel qui s'empare sur Ben Gurion. Et c'est indépendant de notre volonté. Quand on aime Israël, quand on aime son peuple, ben, l'éternel, que fait l'éternel? Il vient, il donne, il vit absolument, il partage son esprit, il donne son esprit, voyez, à ses élus, pour que ces élus puissent défendre Israël. C'est ce qui va se passer avec Iftar. Sans le roi Adonai, ici dans le texte, ici là. Il aurait pu très longtemps, vous voyez, continuer à discuter, à dialoguer avec Amon, et même, à la limite, même, comment dire, échouer, hein, contre Amon. C'est le roi Adonai qui va donner la force à Iftar. Regardez bien, ce ne sont pas les armes, d'accord, qui donneront la force à Iftar. Le roi, l'esprit. L'esprit, bien sûr, c'est Israël, c'est l'esprit. Vous voyez, ici. Sans l'esprit, on peut avoir les meilleurs avions, d'accord, ou les meilleurs tanks du monde, d'accord, et échouer. Vous savez que la guerre du Liban, rappelez-vous de la guerre du Liban. Du Liban, absolument, rappelez-vous. Ça a été la guerre du Vietnam, comme la guerre du Vietnam pour Israël. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Nous sommes rentrés au Liban, on y est resté des années, d'accord, et finalement on a eu des milliers de soldats morts, vous voyez, handicapés, pour rien. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. L'une des raisons, c'est que nous avons pris l'offensive. Attaqué. Or, notre armée s'appelle comment? Armée de défense. De défense, Sa'al. Sa'al. Toutes les fois Sa'al, où nous répondons, vous voyez, à notre vocation, Sa'al qui veut dire Tzva, Agana, les Israël. Armée de défense d'Israël. Notre armée n'est pas une armée d'offensive. On n'a aucune ambition conquérir. Alors évidemment, et les gouvernants arabes ont toujours eu cette prétention, d'accord, de dire au monde entier, Israël conquérir, Israël, d'accord, veut agrandir son espace vital. Du tout. On sait très bien. On a commis une erreur, c'est vrai, on le sait aujourd'hui, dans la guerre du Liban. D'accord, première guerre du Liban, où on est vraiment entré au Liban, on y est resté, et il y a eu vraiment, on l'appelait le Vietnam d'Israël. Vous savez que le Vietnam a duré combien de temps, le Vietnam? 20 ans, hein, la guerre du Vietnam pour les Américains. 20 ans, vous imaginez? D'accord. Et je vous rappelle que la France, avec Pierre Mendès France, a eu ce génie, d'accord, de se retirer, c'est la guerre d'Indochine, rappelez-vous, d'accord, c'était le Laos, le Cambodge et le Vietnam, d'accord, et le grand génie, justement, Pierre Mendès France, il a réussi très rapidement, hein. Pierre Mendès France a tenu 7 mois et demi. Ça paraît si longtemps. C'est rien, hein. C'était, je crois, le gouvernement le plus court, je crois, d'accord, qu'il y ait eu dans l'histoire française, et il a réussi en un mois, hein. Alors, finalement, à signer ces accords. Imaginez-vous combien d'hommes et de femmes ont été sauvés, d'accord. Ces accords ont permis finalement de sauver beaucoup d'hommes. Eh bien, Israël, on a une armée, d'accord, qui a pour but de défendre le pays. Voilà. Alors, ça, vous voyez, ça, on doit l'expliquer, vous voyez, ou le répéter à tous nos amis, même en Occident, et c'est évidemment, ce qui tient notre armée, c'est le roi Adonai. D'ailleurs, toutes les prières, les prières des soldats tombés, les prières avant une guerre d'ailleurs, nos rabbins, nos sages qui prient, on retrouve toujours l'idée de roi Hashem, hein, toujours. Nous savons que notre force tient sur cet esprit. Donc, si vous voulez, Iftar, bon, il ira à la guerre, il l'emportera.
Mais ce qui nous importe, en tout cas, moi, ce qui m'importe dans le texte, c'est pas tellement de savoir comment il l'a emporté, ça je laisse ça pour les stratèges, ce qui m'importe, moi, c'est de savoir que l'esprit divin s'est emparé d'Iftar. Et rappelez-vous de Shaoul, je reviens à Shaoul. Lorsque l'esprit va se retirer de Shaoul, rappelez-vous, Shaoul sera encore roi, il sera encore roi, mais au même moment, l'esprit va passer sur rappelez-vous la dépression, d'accord. Shaoul sera en pleine dépression, vous voyez, parce qu'il saura très bien que l'esprit s'est retiré de lui. Il saurait très très bien que c'est David qui sera son successeur. Vous voyez, d'où la jalousie, etc., etc. Quand il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus rien. D'accord. Il n'y a plus rien. Iftar, évidemment ici, il sera puissant parce que l'esprit va s'emparer d'Iftar. Voilà. Ici. Chaim, il y a un parallélisme entre la Tzal et écrit précédemment. Comment? Le parallélisme. Oui, entre la Tzal et Krav Maga. Ah oui, d'accord. C'est aussi le sport de défense, hein. C'est pas l'attaque. Alors évidemment, le Krav Maga, d'accord, c'est absolument, c'est considéré comme aujourd'hui un sport de défense, uniquement de défense. Absolument. Tout à fait, c'est juste. Mais on par les Israéliens. Qu'on apprend l'armée d'air. Tout soldat que prend des cours de Krav Maga. Voilà, à l'armée. Voilà. Et même nous à la synagogue. Oui, j'en ai un souvenir cuisant. Voilà. Et les services étrangers, Chaim, Comment? Tous les services spéciaux. Absolument. Tous les commandos, justement, et les soldats, les combattants, ils en font du matin au soir, d'accord. Mais le soldat, on va dire régulier, il fait un tout petit peu. Et voilà. Mais ça fait quand même parfois un peu mal. Attention. Alors, je m'approche pas de toi, Valentin. Ok. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est bien. Alors, là, c'est ce qu'on a mis dans le texte biblique. Alors, regardez ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Voilà. Intéressant. Nos fondateurs, vous voyez, n'ont pas oublié leur histoire lorsqu'ils ont écrit la déclaration d'indépendance de d'Israël. Voilà. Là, on va demander à Yves Michel. Yves, est-ce que Yves nous entend? Oui, je suis là. Oui, bonsoir. Bonsoir Yves. Bonsoir. Alors, si tu le veux bien, bienvenue d'abord à notre cours. On va lire ici le texte. Et nous tendons la main à tous pays voisins et à leur peuple. Et nous leur offrons la paix et les relations de tout. De bon voisinage. L'image ici a bougé, je m'en excuse. De bon voisinage. Le juif rétablit sa souveraineté nationale. Nous invitons à coopérer avec le peuple juif. Voilà. Le juif rétablit sa souveraineté nationale. Ensuite, l'État d'Israël prêt à contribuer à l'effort commun. Du développement. Du développement du Moyen-Orient tout entier. Ok, alors, ce qu'on va faire là. L'image n'est pas très bonne. Je voudrais qu'on aille voir le texte lui-même. Un instant, ce sera mieux. On va aller voir le texte lui-même. D'accord. Déclaration. Voilà. Voyez, elle vient tout de suite. On va aller voir le texte. Ce sera mieux. En espérant avoir le texte. Non. Il y a un petit problème, je vois, de Wi-Fi chez moi. Un instant, parce que je vais faire autre chose. On va faire autre chose un instant. Qu'on lise le texte. Je sais qu'on lise le texte comme il se doit. Vous pouvez attendre un instant. Donnez-moi une petite minute. Voilà ce qu'on va faire. Ok. J'ai aussi prévu qu'il y aurait peut-être un petit problème. Alors, au cas où, là, on va prendre le texte traduit à partir de l'original. Donnez-moi une petite seconde. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. On va voir le texte qui va apparaître. Un instant. Nous puissions voir le texte. Un instant. Je n'arrive pas à voir le texte. Non, j'ai un problème. M'entendez-vous?
Oui. Très bien. Oui. Alors, il y a un chargement, voilà, c'est le chargement, et voilà. Un instant, on va aller chercher le texte, voilà, que j'ai préparé aussi, au cas où. Voilà, on va aller chercher. Alors, on va demander à Yves de le relire, comme il se doit, un instant. Voilà, et voilà. On va redresser l'image. Voilà. C'est mieux? Ah oui. Vous avez C'est à l'envers. Mais... à l'envers? Attendez, alors. Ça va, oui. Ah bon, bah alors. Non, attendez, non, que tout le monde puisse voir l'image. Un instant, on va la redresser. Voilà. Patience, voilà, c'est bon. Ah, C'est bon. Voilà. Alors, je redonne la parole à Yves. Voilà, excuse-moi, Yves. Voilà, alors, ce texte est extrait de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Déclaration d'indépendance de l'État Nous d'Israël. tendons la main. Nous tendons la main à tous pays voisins et à leur peuple, et nous leur offrons la paix et les relations de bon voisinage. Nous les invitons à coopérer avec le peuple juif rétabli dans sa souveraineté nationale. L'État juif est prêt à contribuer à l'effort commun du développement du Moyen-Orient tout entier. Très bien. Alors, là, vous voyez, regardez bien, l'ambition, vous voyez, l'aspiration des fondateurs de l'État d'Israël, et ici, nous tendons la main. Ouais. Ça nous rappelle quoi? Regardez le texte biblique. Ça nous rappelle Moïse, Chez. Ça nous rappelle. Vous voyez? Et évidemment, la requête biblique, d'abord de demander. On ne fait pas la guerre. D'accord? Absolument. Alors, regardez bien. Nous tendons la main, on va voir une image. 3 images, on va voir ensemble. 3 images historiques. Mais moi, je Voilà. ne vois pas les images. Voyez-vous les images là? c'est bien, train. Pas tout le monde, hein. Est-ce que les images vous apparaissent? Oui, oui. Ah oui. Tonton. Oui, c'est- Alors, je ne sais pas, voilà, si ça vous rappelle quelques souvenirs. Voilà. Ah. D'accord. Cartel. Nous étions jeunes à l'époque. Moi, j'étais beaucoup plus jeune. Ah ben si. 8 novembre 77, rappelez-vous. Comment il s'appelait Comment El Sadat? El Sadat. El Sadat. Anwar El Sadat. Un Sadat ici qui arrive. Oui, Carter. Voilà, et vous avez ici Menachem Begin. Menachem Begin. Regardez comment ils se reçoivent. On va agrandir l'image. Regardez les sourires, regardez. Vous voyez, les poignées de main. Nous tendons la main. Mais c'est franc. Comment? C'est franc. Oui, absolument, c'est franc, absolument, on le voit. D'accord? Et ce sera très très loin des accords d'Oslo. Et absolument, si vous vous rappelez, lorsque Yitzhak Rabin devra serrer la main à Arafat, il le fera vraiment avec beaucoup de répulsion. Hein. D'ailleurs, il le dira. D'ailleurs. On a invité deux Contrairement à Shimon Peres, il le fera beaucoup plus cool, si je puis dire. D'accord? Mais si vous regardez bien là, ici. Le 18 novembre 1977, donc, Anwar Sadat, qui est courageux finalement, viendra et prendra l'initiative de venir en Israël. Alors, pourquoi c'est si fort? Pourquoi c'est si fort? Imaginez-vous l'Égypte. Prenez le texte biblique. L'Égypte, c'est l'ennemi d'Israël. Ça nous rappelle, quand on parle d'Égypte, pour nous tout de suite, la connotation c'est quoi? L'esclavage, la souffrance. L'Égypte. Imaginez-vous que c'est le premier État arabe à faire la paix avec Israël. Le 17 septembre 1978, d'accord, les accords de Camp David seront signés. Voilà. Vous pouvez regarder au sourire, là, vraiment, on voit très très bien. Ici, il y a une joie qui passe entre les 3 hommes, entre Carter, vous voyez, et surtout Menachem Begin et Anwar el-Sadat qui sera assassiné, absolument, qui sera assassiné. Voilà. Comment? Il a assassiné à cause de cela, d'avoir fait Ben, il était assassiné par le djihad, hein, par le djihad, Oui. en fait. Et il était déjà dans son propre pays, il avait essayé lui-même d'ailleurs d'éradiquer le djihad, vous voyez, les fondamentalistes, en fait. Et il va échouer, il sera assassiné lors d'un discours. Je crois bien, je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Et donc, moment extrêmement fort. Et aujourd'hui, vous savez, au début, beaucoup étaient sceptiques. Est-ce que cette paix pourrait tenir, ne pas tenir? D'accord?
savez, comme on dit, dans les guerres, il n'y a pas de gagnant. Bon. Ici, donc, il y a des milliers de vies qui ont été sauvées. Bon. Et l'accord de paix tient très très bien. Al-Sisi, aujourd'hui au pouvoir, qui a succédé évidemment aux frères musulmans et à Moubarak. Vous le savez, Moubarak était le bras droit. Il était le bras droit de Sadat, en général, en tout cas, général d'armée. Et bien, tout se passe bien. Il y a eu des hauts et des bas, c'est juste. Mais tout se passe très très bien aujourd'hui. Vous savez qu'avec le Hamas, aujourd'hui, vous savez que tout ce qui se passait dans le sud, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, ce qui s'est passé, et finalement, c'est l'Égypte qui finalement a freiné le tir du Hamas sur Israël. Oui. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ensemble, si vous avez quelques minutes, on va aller voir deux petits films, d'accord? On va voir donc le discours de Sadat, d'accord, ce qu'il a dit traduit, on va le voir. Ensuite, Menachem Begin, et après, on verra un tout petit document de la grand-mère d'Israël. Qui est-elle? Golda Meir. D'accord. Golda, voilà. Pour les intimes. Voilà. L'arrivée de Sisi, c'était aussi un miracle, l'arrivée de Sisi au pouvoir. C'est un grand miracle. Disons qu'il a remplacé les frères musulmans. Voilà. C'est juste. Oui, il y avait une remarque, oui, non, Marc? Oui, Je crois que c'est Ah, pardon. Bebakasha, excuse-moi, Dani. Bebakasha, comment s'appelle Menachem Begin? Menachem Begin. Ouais. Menachem Begin. Begin. C'est celui qui signe l'accord Menachem Begin, comme Begin in English. Oui, Begin. Menachem, comme ça, en hébreu. Menachem, qui veut dire consoler, d'accord? Menachem Begin. Begin. Comme ça. Voilà, Menachem Begin. Voilà. Okay. C'est vraiment Begin. C'est un des plus grands hommes israéliens, gouvernants, en fait, stratège, en fait, israélien. Voilà. D'accord. Je vous invite, à l'instant, Yvonne, si vous venez en Israël, à visiter l'Institut Begin. Voilà, je vois que Nani connaît. C'est où? En Israël? Jérusalem. Ah, Jérusalem, mais super. Oui. Ce que je voulais dire simplement à propos de Golda Meir, c'est Ben Gurion, je crois, qui avait dit « c'est le seul homme de mon gouvernement ». Oui, exact. Tout à cher, un peu. C'était une femme extrêmement forte. Absolument. On va voir ça un peu. Voilà, vous avez l'Institut Menachem Begin. On va voir si ça marche. J'ai quelques problèmes avec ma Wi-Fi, semble-t-il. Oui, mais Haïm, excuse-moi parce que moi j'ai dû me j'ai pas entendu. Qui a initié ce processus de paix entre Israël et l'Égypte? C'est d'abord les Égyptiens. C'est d'abord Sadat, pour différentes raisons, des raisons d'abord économiques aussi. Oui, c'est ça, ce que fait. Comment? C'est toujours l'argent qui fait les gens. Oui, entre autres, pas seulement. Ce qui s'est passé, c'est que l'Égypte était sur le point de s'écrouler en fait, voilà. Et n'oubliez pas qu'en ce temps-là, l'Égypte était associée aux Russes, au bloc russe. Et finalement, Sadat, qui a eu une vision, il s'est dit si je continue comme cela, mon pays va s'écrouler, mon régime va tomber. Qu'a-t-il fait? Il s'est retourné vers le bloc, par les Américains. Voilà, les Américains. Comment le faire? En passant par la paix. C'est un des moyens. Hein. Il y a d'autres raisons. Évidemment. Et c'est intéressant, nous parlions des Palestiniens à l'instant. Alors, dans son discours, je vous inviterai après, si vous voulez, après, à le relire tranquillement chez vous. Dans son discours, il parle beaucoup des Palestiniens. D'accord? Il dit, je viens faire la paix pour l'Égypte, pour les États arabes et pour les Palestiniens. Il n'y aura pas de paix sans les Palestiniens. Mais vous savez, à l'issue du discours, les premiers à avoir critiqué Sadat furent les Palestiniens. Pourquoi? Ils diront, mais il y a eu un accord séparé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes seuls, nous sommes de côté. Et en vérité, je vais vous le dire, Sadat a voulu mettre les Palestiniens de côté.
Il a voulu se débarrasser du problème palestinien. Ouais. Ah oui, mais on les comprend. Mais il ne pouvait pas le faire, il pouvait pas le dire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a, donc, qu'a-t-il fait? Il a inclus dans son discours, évidemment, la cause palestinienne, dont il n'avait finalement rien à faire. D'accord? Vous savez que Gaza, Oui, que nous, tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui sont liés aux accords de paix avec Sadat. Il s'est totalement débarrassé de Gaza. En fait, il ne voulait pas gérer Gaza. Voilà. Il a posé un mur, non? Il a posé un mur, les Palestiniens ne peuvent pas Oui, s'attaquer. c'est à Rafia, absolument. Il y a cette séparation avec l'Égypte, mais c'est le seul passage, on peut dire, le seul passage en fait qu'ont les Gazaouis, d'accord? C'est le passage avec l'Égypte, voilà. Donc ils sont dépendants de l'Égypte aujourd'hui, mais les Égyptiens sont quand même débarrassés d'eux. Voilà. Gaza, c'est une enclave en fait. Hein. Il y a près de combien? Imaginez-vous, c'est l'endroit le plus, comment dire, le plus serré au monde. Hein. Plus peuplé. Enfin, plus peuplé au monde, absolument. Absolument. Ah, Ok, alors si vous voulez bien, on va aller voir le Toda Rafah, Jaime. je t'en prie. On ne peut pas comprendre la situation d'aujourd'hui si on ne comprend pas justement tous ces accords de paix et l'intention des accords de paix. Un instant, voilà. Ok. Alors, les films sont très vieux, vous allez le voir, pas d'une très bonne qualité, mais sur le plan historique, ils sont intéressants. Et voilà. Voilà. Voyez-vous l'image? Attendez. Qui se met en place. Voilà. Merci Alina. Ok. Vous voyez l'image pour l'instant? C'est bon? C'est pas encore sorti. Un instant, on va attendre un tout petit instant. Voilà. Il y a un delay pour certains. Oui. Voilà. Vous me dites. Voilà. Tout rose. C'est bon? Non, non, c'est normal. Mais Mais vous voyez l'image, vous voyez l'image, vous la voyez. Oui, oui. Alors, on ferme les micros C'est et pas on bon. écoute. Et on écoute. Ok. Mais j'ai pas d'image. Ah oui.